L'histoire est parfois mauvaise fille. Il est des hommes illustres, injustement oubliés par la postérité. Il en est ainsi du destin de Louis-Pierre Charles d'Artiche du Fournay, qui naquit dans l'Orne le 2 mars 1856. Son père était receveur de l'enregistrement des domaines. Mais le jeune Louis, comme son cadet Charles, aspire à une vocation dans la royale. Et il est brillamment reçu en 1872 à l'école navale de Brest, dont il sort major de sa promotion, autrement dit l'un des bordaches les plus prometteurs qui soient. Les officiers instructeurs l'ont remarqué, comme un jeune officier prometteur, et, disent-ils, pour peu que les circonstances lui soient favorables, il est destiné à faire un officier hors ligne. Son premier galon, d'enseigne de vaisseau, il les traîne en mer du Nord. Mais voilà qu'il rejoint rapidement la plus prestigieuse des escadres de la Royale, l'escadre d'Extrême-Orient, commandée par le célébrissime amiral Courbet, qui ne tarde pas à repérer ce jeune officier. Ah, on ne peut rêver meilleur chef pour qui entre dans la carrière. La grande affaire coloniale du moment pour la Royale, c'est la conquête de ce qui deviendra l'Indochine à la fin de la décennie, et qu'on appelle encore l'Empire d'Annam. Rappelons-le, ce sont les amiraux qui ont poussé Napoléon III à prendre pied au départ à Saïgon. En 1859, l'amiral de Genouilly s'empare de la ville, faisant sauter le verrou de la Cochinchine. Prendre le contrôle de ce territoire est une autre affaire, face à la résistance acharnée des pavillons noirs, des mercenaires chinois et vietnamiens. L'amiral Garnier tombe d'ailleurs lui-même sous les sabres de ces derniers et finit décapité. Après ce tragique épilogue, la Troisième République chasse ces derniers d'Annam et du Tonkin, la conquête coloniale s'intensifie au prix de pertes considérables. Le dernier chapitre de cette expansion coloniale est clos, peut-on dire, par le jeune Louis d'Artiche du Fournay. Le Laos est le dernier territoire mis en coupe réglée par les seigneurs de guerre chinois et qui subit les incursions sanglantes des irréguliers siamois. Le royaume des 1000 éléphants demande la protection de la France contre les siamois. Au cours d'une embuscade, aux confins du Laos, une colonne française commandée par Gros-Gurin est exterminée par un parti siamois. Dans le même temps, à Bangkok, le roi emprisonne les Français, moleste le consul de France Auguste Pavie. Ah, cette fois, c'en est trop. La France dépêche deux canonnières qui remontent le Ménam pour atteindre Bangkok. L'Inconstant et la Comète. Et qui commande ce dernier vaisseau ? Vous me voyez venir. Le jeune Louis d'Artiche du Fournay. L'amiral Courbet l'avait remarqué, je vous le rappelle, et il le place sous l'autorité du commandant Bory. Seulement voilà, l'affaire est à haut risque. Il faut franchir un ensemble fortifié, Paknam. De puissantes batteries d'artillerie interdisent en apparence la passe. Les deux officiers décident de la forcer. Trop sûrs de leur affaire, dit le commandant Bory, les défenseurs ne sont pas sur leur garde. Les canonnières passent donc à l'attaque et réduisent au silence les batteries adverses. On pousse les feux vers Bangkok, médusés au matin, de découvrir, pavillon haut, les deux navires braquant leurs canons sur le palais royal. Mais écoutons le récit de l'événement. Nous sommes, je le rappelle, le 14 juillet 1893 au matin. Alors nous raconte Ouest France. Les deux officiers hissent fièrement le grand pavois en l'honneur de la fête nationale de la France. Et pour nos vaillants officiers, comme pour nos braves marins, ce fut un beau et inoubliable 14 juillet. Ça, on veut bien le croire. En tout cas, le roi de Siam s'en souviendra, car il renonce au Laos, Pavie et les otages sont libérés, et ce fait d'armes vaut au jeune lieutenant de vaisseau la Légion d'honneur, et une entrée fracassante dans la carrière au sein de la Royale. Des décennies plus tard, l'amiral donnera le nom de Paknam à sa villa périgourdine. Paknam, où finalement tout a commencé, Paknam, où s'esquive le grand chef. Justesse de l'analyse militaire, célérité dans l'action, confiance aveugle des équipages. Un homme d'une si grande valeur, aussi talentueux, franchit les échelons de la Royale. À l'été 1914, il est contre-amiral, préfet maritime de la base de Bizerte, la grande base navale en Méditerranée. Et c'est un observateur averti de cette région, bon connaisseur des affaires balkaniques, qui est projeté dans la Grande Guerre. L'heure de l'amiral est sur le point de sonner. Depuis fin 1914, le conflit est dans l'impasse. Les tranchées qui ont fait leur apparition condamnent tout espoir de victoire rapide et rend toute percée illusoire. Un homme, encore jeune, un homme politique britannique, illustre rejeton du duc de Marlborough, ambitieux, fourmillant d'idées. Plus tard, le président Roosevelt dira « Il est formidable ».
Cet homme a 4 idées la minute, mais le problème c'est que dans le quart d'heure qui suit, il ne s'en souvient plus. Cet homme donc qui fourmille d'idées estime avoir trouvé la clé de la victoire. Mais oui, vous voyez bien, je parle de Winston Churchill, alors premier lord de l'amirauté qui dirige les flottes de commerce et de guerre anglaises. Tout simplement la première flotte mondiale. Churchill estime que la Sublime Porte est l'homme malade de la Triplice. Une simple chiquenaude maritime portera la flotte anglo-française devant le palais de Dolmabahçe. L'Empire ottoman, selon lui, est à bout de souffle, et il faut dire, il vient de perdre en 1912, au terme des terres balkaniques, la partie européenne de son empire et la Cyrénaïque, qui est tombée dans l'escarcelle de l'Italie. Une solide escadre peut forcer les Dardanelles, et une fois les troupes débarquées à Constantinople, la jonction s'opère avec les Russes, l'Empire tombera alors comme un fruit mûr, puis via la Macédoine on rejoint les Serbes, l'Autriche-Hongrie ne résistera pas longtemps, et après c'est la victoire. Seulement voilà, rien ne se passe comme prévu. L'opération maritime tourne au fiasco, et après 3 tentatives pour forcer la passe des Dardanelles, minée, et rendue inexpugnable par les batteries d'artillerie installées par les soins du général allemand Liman von Sanders, le 18 mars 1915, un débarquement terrestre connaît un sort calamiteux. L'énergique défense du général Mustafa Kemal donne le coup de grâce à cette expédition. 180 000 anglo-français n'y reviendront pas. Alors, lorsque l'amiral d'Artiche du Fournay prend le commandement de l'escadre française, après la brillante affaire du Moussadag, franchir le détroit n'est plus d'actualité. Non, il faut même rembarquer au plus vite les troupes françaises, car la Bulgarie entre dans la danse, aux côtés de la Triplice. Elles doivent gagner Salonique pour barrer la route aux forces bulgares, puis se joindre aux Serbes. Mais c'est déjà trop tard. Les Bulgares attaquent leurs anciens alliés serbes, qui se battent à 1 contre 3, pressés par les Austro-Allemands à l'ouest. Et le vieux roi Pierre de Serbie galvanise un temps ses hommes. Mais l'évidence est là. Le roi comprend l'imminence de l'effondrement de la Serbie. Il décide alors de sauver la Serbie, coûte que coûte. Et si je puis me permettre de parodier le célèbre vers cornélien, la Serbie n'est plus en Serbie, elle est partout où se trouve le vieux roi Pierre. L'armée, les civils, en plein mois de décembre, s'engagent dans les cols enneigés des montagnes albanaises. Épuisés, s'enfonçant jusqu'aux cuisses dans la neige, tenaillés par la faim, les Serbes poursuivent la retraite, qui ressemble à bien des égards à celle de Russie un siècle auparavant. Et le vieux roi Pierre montre l'exemple, encourageant ses sujets de la voie. Il descend même de son char à bœuf, marche 300 mètres, s'arrête, encourage les plus faibles, puis repart. Mais tout le monde ne repart pas. Beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards tombent pour ne plus se relever. Au terme de cette anabase, l'armée est sauvée, mais à quel prix? C'est une horde fantomatique qui atteint Durazzo et Saint-Jean-de-Méduba, talonnée par les Autrichiens qui sont pressés d'en finir. Les Italiens, chargés de les prendre en charge, se débarrassent très vite des Serbes en les transportant à Corfou. Plus morts que vifs, en rayon, les Français les soignent, les rééquipent, avant de rejoindre l'armée de Saraï à Salonique. Cette demande franco-serbe est acceptée du bout des lèvres par le roi de Grèce Constantin, allemand s'il vous plaît, et de surcroît beau-frère du Kaiser. Mais si rallier Salonique par le nord de la Grèce semble plus simple, ce n'est pas du goût de Constantin et de l'armée royale grecque, très germanophile, qui prétexte une probable incursion des Austro-Russes pour rejeter la demande de Chantilly, du quartier général de Joffre en personne. Ce sera donc la voie maritime, la plus longue, la plus dangereuse aussi. Cette périlleuse odyssée est confiée au seul grand marin capable de sauver l'armée serbe, l'amiral d'Artiche du Fournay. Ce choix du ministre de la Marine, l'amiral Lacaze, ne relève pas du hasard opérationnel. L'amiral d'Artiche du Fournay a dès avant 1914 réfléchi à la révolution de l'arme sous-marine et théorisé notamment la défense la plus efficace pour contrer les U-boats. L'amiral compte sur le concours des alliés italiens. La première réunion d'état-major interalliés lui glace tous les espoirs. La délégation italienne précise la position de Rome, non sans arrière-pensée géopolitique. Mais pourquoi entreprendre cette tâche? On ne ressuscite pas des cadavres, s'entend-il affirmer. Le Quirinal sait que le projet serbe sur une Yougoslavie adriatique risque de mettre échec et mat les ambitions irrédentistes de Fiume,
après la guerre. Au fond, ce refus italien, c'est la plus belle opportunité pour l'amiral d'organiser ce transfert des troupes serbes avec le seul concours de la marine française. Et là, le professeur de l'école navale met en pratique ses réflexions théoriques. L'amiral écarte d'emblée toute idée de convoi massif, dont les préparatifs ne manqueront pas d'attirer les espions de tout poil qui pullulent sur ce théâtre opérationnel. De même, les départs isolés, unité navale par unité navale, sont une aubaine pour les U-boats, autrichiens ou allemands, qui ont coulé 4 transports de troupes en Adriatique pour la seule année 1915. D'Artiche du Fournay révèle son plan lors d'une conférence avec le régent de Serbie Alexandre et le voïvode Putnik. Il repose sur 2 piliers. Le premier, le secret. Le secret qui consiste à ne pas informer les Grecs de l'opération et à les leurrer sur la voie maritime choisie, soit la plus courte par Patras et le canal de Corinthe. Le deuxième pilier préconise au contraire des départs échelonnés, par 2 ou 3 navires de transport de troupes, escortés par un torpilleur, des chalutiers patrouillant la route maritime 2 à 3 heures à l'avance. À l'annonce d'un passage, dit l'amiral, les chalutiers se portent au-devant des transports signalés. À la limite de leur zone, à la vue des bâtiments, ils font demi-tour, les chalutiers patrouillant perpendiculairement à la route générale des convois. Les transports doivent, par convoi de 2 ou 3 navires, passer au large, hors de la vue de la terre en variant les routes. La durée du transport n'excède pas 4 jours. Le premier convoi quitte Corfou le 11 avril 1916, le dernier le 27 mai. Cette opération, menée de haute main, doit sa seule réussite à l'amiral d'Artiche du Fournay et nullement au hasard. Les dispositions relevées révèlent une connaissance très fine des sous-mariniers ennemis. Le grand large gêne les sous-marins qui préfèrent les parages côtiers, et les mouillages de mines par les chalutiers sont impossibles. Pourtant, plusieurs U-boats croisent dans ces eaux, comme l'atteste un rapport du deuxième bureau de Corfou, notamment le U-34, le U-35, le U-38 et le U-39. Est-ce que les dispositions de l'amiral ont surpris l'amirauté autrichienne, qui n'a pas su réagir ? L'habileté de celui-ci à sauver l'armée serbe et permis à celle-ci de poursuivre le combat et de peser dans la victoire décisive sur le front d'Orient en 1918. Alors voilà l'amiral d'Artiche du Fournay au firmament, et c'est logiquement que Londres et Paris lui confient le commandement de l'escadre alliée de Méditerranée. Il n'y a qu'un pas du Capitole à la Roche-Tarpéienne. Le 2 décembre 1916, le général Joffre patiente dans l'antichambre du bureau présidentiel de l'Élysée. Introduit dans le bureau du président Poincaré, il se retrouve nez à nez avec le président du Conseil, Aristide Briand, muet. Poincaré à la tête des mauvais jours. Briand ne laisse rien paraître. Joffre prend les devants et revient sur l'écrasement du nouvel allié roumain, sur qui reposait beaucoup d'espoir sur le front d'Orient. Mais Poincaré lui coupe la parole. Ce n'est pas la préoccupation du jour, mais plutôt l'émeute qui a éclaté à Athènes, contre nos fusiliers marins et tourné au carnage pour ceux-ci. 69 morts, 69 de nos marins tirés comme des lapins, vous vous rendez compte ? Joffre n'en croit pas ses oreilles. Chaque jour qui passe, 900 Français sont tués sur le front. Et en haut lieu, on se préoccupe de ce dramatique incident qui est réglé maintenant. Poincaré demande à Briand de chercher le ou les responsables de ce camouflet sanglant pour la nation. Et voilà Joffre qui emboîte le pas de Briand, qui le convie à déjeuner à Matignon pour trouver la solution à l'affaire de ce que la presse appelle déjà les vêpres athéniennes, par référence bien évidemment aux vêpres siciliennes qu'avait vécu la maison d'Anjou à Naples. Le roi Constantin, il est vrai, n'a pas donné des gages d'amitié à la France, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a applaudi au succès allemand de Verdun, s'est publiquement réjoui du désastre de la bataille de la Somme. Constantin, beau-frère du Kaiser, rappelons-le, encourage les aspirations germanophiles de l'armée royale. Il a même désavoué son premier ministre, pro-allié, Venizelos, qui a fait sécession à Salonique, et choisi le farouche nationaliste, le général Métaxas, tout acquis à la Triplice. Le 3 octobre 1916, l'amiral d'Artiche du Fournay, commandant de la flotte alliée, au terme d'une démonstration navale devant le Pirée, signifie par un ultimatum la fin de l'ambiguïté hellène. Il exige du roi Constantin l'arrêt de la mobilisation de l'armée royale, l'assouplissement du dispositif militaire autour du camp allié de Salonique, le retrait des pièces d'artillerie menaçant les forces alliées aux ordres du général Sarrail. Au terme de négociations serrées, le roi cède. Le 30 novembre, la fermeté a payé. La flotte alliée reste à l'ancre dans la baie de Falaise
et des compagnies de fusiliers marins, débarqués, montent la garde, baïonnettes au canon, devant les ambassades alliées. L'amiral, confiant dans sa force, a installé son poste de commandement au pied du palais royal, sur la colline du Zapéion. C'est à cet instant précis que Constantin, abattant ses cartes, dévoile ses véritables intentions. Une manifestation spontanée, populaire, fruit d'une colère soigneusement attisée par des crieurs de rue depuis 3 jours, éclate. Plus de 10 000 personnes prennent à partie les marins, qui sont d'abord lapidés au cri de « Galit à l'assa !»« Les Français à la mer !» Des coups de feu claquent. 69 de nos marins ne se relèvent pas. Très vite, on se rend compte que des soldats de la garde royale du souverain, masquant les revers de leurs uniformes, sous des vestes et des couvre-chefs de paysans, ont ouvert le feu sur les fusiliers marins, comme à la parade, se servant de la foule déchaînée comme d'un bouclier. À cet instant précis, une folle rumeur affirme que l'amiral est captif entre les mains de Constantin, alors qu'il déjeunait avec ce dernier. Cette calomnie, savamment entretenue jusqu'à Paris par un attaché naval français, ruine durablement la réputation de l'amiral. Et la presse le brocarde et raconte même que l'amiral fut libéré et reconduit au Pirée sous les lazis et les quolibets d'une foule goguenarde, protégé par 6 gendarmes royaux à cheval. C'est mal connaître l'amiral que de croire de telles balivernes. Tous les témoins attestent au contraire de son sang-froid, lui qui se trouve menacé dans son PC de commandement au cœur de l'émeute. Par optique, il a réagi avec fermeté, donné l'ordre au canon 305 du Mirabeau, navire amiral, d'encadrer le palais royal, identifiant parfaitement les responsables du soulèvement. L'un des obus vient se ficher au pied du roi, dans son parterre de jardin. Paniqué, le roi fait cesser l'émeute et cède aux objurgations déterminées de l'amiral. Personne, en de telles circonstances, n'aurait pris de meilleures décisions, dira plus tard Clémenceau. Le général Sarrail, lui-même très avare de compliments, a pris sa défense. Et très au fait de la duplicité hellénique à Salonique, il donne parfaitement raison aux décisions prises par l'amiral. À Paris, au contraire, Aristide Briand fulmine contre l'amiral. Devant un Joffre estomaqué, il enrage, il calomnie l'amiral, qui, dit-il, s'est conduit comme une buse, reprenant à son compte les ragots colportés par la presse déchaînée. Joffre se risque à défendre l'amiral. Briand le coupe. Mais il fallait débarquer nos 75 et tirer sans discernement sur la foule. Il fallait montrer notre force. Et le pire, ajoute Briand, nos marins ont été inhumés, sans faste, à la sauvette. Il fallait des obsèques spectaculaires pour établir le prestige de la France. L'amiral, blessé dans son honneur, ne se défend pas. De retour à Paris, son sort est scellé. Il a été relevé de son commandement et dès le 12 décembre, l'amiral Lacaze lui signifie qu'il est limogé sur décision de Briand et versé dans les cadres de réserve. Ce même jour, un autre grand chef fait les frais d'un échec militaire retentissant sur la Somme. Il s'agit de Foch. Il est lui aussi limogé. Joffre, sentant le vent du boulet, ne tarde pas à démissionner à son tour. Cet instant fut sans doute le jour de gloire d'Aristide Briand. Mais quelle absence de discernement, lui qui choisit Nivelle à la place de Joffre. Le dernier mot de cette affaire, j'aimerais l'emprunter à une célèbre formule de Clémenceau, le grand rival de Briand au sein du parti radical, que vous connaissez tous. La guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier à la militaire. La Grande Guerre était décidément, si vous me permettez, une affaire trop sérieuse pour la confier à Aristide Briand. Christophe Gauthier, professeur d'histoire, Collège Clochassin de Périgueux, journée commémorative de Saint-Chamassis, en l'honneur de l'amiral d'Artiche du Fournay, les 6 et 7 mai 2023.